Bonjour et bienvenue à cette session virtuelle du Café littéraire. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Bertin, que nous avons déjà reçu dans la session en public du Café littéraire au début du Le 10 mois, janvier. le 10 janvier. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de le recevoir à nouveau pour parler de son roman Dixième manche, une histoire américaine, qui est paru aux éditions Souffle littéraire en 2022, Tout à fait. fin 2022, pour être exact. Le 21 Le octobre. 21 octobre 2022. Mais on va en parler en long et en large tout à l'heure. Et du voilà, roman lui-même. on va présenter le roman effectivement dans un petit moment. Donc, alors moi je suis Pierre Vendassi et je suis avec Valérie Delactor, mon acolyte, cofondatrice du Café littéraire Talancé. Et voilà, comment allez-vous tous les deux? Très bien, merci beaucoup. Bien aussi, oui, merci. On est ravis de te recevoir pour ce petit remake dans des conditions plus confidentielles que le direct au Café de l'Horloge. Mais les deux sont des versions sympathiques de la chose, donc on va peut-être approfondir la discussion aussi sur ce qu'on a éventuellement pu se dire. Ouais, effectivement, on peut approfondir la discussion, aborder des points qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. On verra bien où la discussion nous mène aussi. On rappelle l'objectif du Café littéraire Talancé, c'est de mettre en lumière des auteurs locaux et de s'intéresser à leur processus littéraire, leur processus de création littéraire et artistique, de comprendre aussi un peu ce qu'il y a dans leur tête et ce qui les amène à écrire et par quel processus ils en viennent à publier ou à parvenir à publier ce qu'ils écrivent. Voilà, je ne sais pas si c'est la bonne façon de présenter ou C'est si... ça, et avec un rendez-vous mensuel, un mardi par mois, dans un lieu qui se veut convivial au Café de l'Horloge à Talence. Voilà, tout à fait. Alors je propose qu'on commence peut-être cette session virtuelle en te laissant la parole, Pierre, puisque tu voulais aborder un certain nombre de thèmes pour démarrer. Bon, alors un premier point qu'on a abordé ensemble, c'est celui de la lecture. Avant d'être un auteur, tu es un lecteur infatigable même peut-être. Enfin, il m'a semblé en tout cas que tu Oui. étais plutôt un gros lecteur. Donc peux-tu nous parler du rôle que la lecture tient dans ta vie déjà, et puis ensuite dans ta pratique de l'écriture? Alors, comme tu le dis, je suis un gros lecteur, mais je suis un lecteur très lent. C'est-à-dire que je prends beaucoup de temps. Je lis pas beaucoup de livres dans l'année, parce que je suis lent à lire. Moi, je lis de A à Z, de la première page à la dernière page. En revanche, j'ai toujours un bouquin à la main. Ouais. Là, dans mon sac, D'accord. j'ai un bouquin. J'ai toujours un bouquin. Je termine un livre. Certaines fois, quand j'étais vraiment très pris par l'histoire, par l'intrigue ou par les émotions, je prends un petit peu de temps à me remettre dedans. D'accord. Mais souvent, je pose un livre pour en reprendre un autre. Puis il faut toujours que j'ai ce coup d'avance, en fait. Je sais ce que je vais lire après. Et à brûle pour point, quel est le livre que tu as dans ton sac? Alors, le livre que j'ai dans mon sac, c'est un livre qui n'est pas encore paru. Ah, donc on C'est peut garder le secret. Non, j'ai tout à fait le droit d'en parler. C'est un premier roman qui va être édité par les éditions Agulot, qui Oui. sont situées à Villeneuve-d'Ornon, pardon. Et qui est un premier roman, alors je ne voudrais pas écorcher son nom, ça s'appelle La vallée des Lazars, de D'accord. Soufiane Raoula, je crois. Je ne voudrais pas écorcher trop son nom. Et c'est un roman qui se passe au Maroc, D'accord. dans l'est du Maroc, à la frontière avec l'Algérie. Et donc voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir le roman en avant-première. Donc, Parce que tu connais l'auteur ou non, c'est je pas connais la pas maison l'auteur, mais j'ai d'édition? sympathisé avec certaines personnes de la maison d'édition, Très bien. à l'escale du livre. Ouais. Voilà, donc D'accord. je suis allé les voir, et j'ai sympathisé, du coup on échange un peu. Et, Donc ça, c'est ta lecture du moment. Voilà. Mais, on va peut-être revenir sur tes lectures les lectures qui t'ont potentiellement influencé pour l'écriture de Dixième manche, l'histoire américaine. Puisque est-ce que tu lis toutes sortes de choses ou est-ce que tu lis justement des auteurs plutôt américains qui t'auraient éventuellement influencé? Alors, historiquement, je lis beaucoup de littérature américaine. D'accord. Depuis mon adolescence, je suis rentré vraiment de plein pied dans la littérature, par la littérature américaine. Comme je l'ai déjà dit, Jack Kerouac, ça a Oui. été vraiment le premier que j'ai lu, et ça a été une révélation, on va dire, par sa façon d'écrire, l'espèce d'urgence qu'il y a dans l'écriture. Et puis surtout par les aventures fantastiques qu'il vivait. Et moi, adolescent, vivant chez mes parents, je vivais un peu par procuration. Ça t'ouvrait des horizons. Voilà, D'accord. cette traversée des États-Unis en voiture déglinguée, la côte ouest, la côte est, voilà. Donc ça a été ma première approche de la littérature américaine. D'accord. Après, j'ai lu un petit peu les auteurs de la Beat Generation, à laquelle appartenait Jack Kerouac. D'accord. Mais très vite, je suis passé sur des auteurs beaucoup plus contemporains.
beaucoup d'auteurs, on va dire, juifs, donc Saul Bellow, Norman Mailer et Philip Roth, qui est vraiment mon influence, notamment dans ce roman-là. Après, je verrai les prochains romans, ils seront peut-être influencés par d'autres lectures et par d'autres univers littéraires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dixième Manche est clairement influencé par tous les romans de Philip Roth. Peut-être pas dans l'histoire, mais dans l'inconscient d'écriture que j'ai eu. Voilà, j'ai convoqué quand même beaucoup d'auteurs américains, dont Philip Roth. Tu as parlé donc d'auteurs juifs. Est-ce que tu peux nous parler de la spécificité de cette littérature juive américaine? Qu'est-ce qui te parle là-dedans, ou qu'est-ce que ça te, comment ça te nourrit, quoi? Alors, c'est assez compliqué parce que c'est vraiment un ressenti, beaucoup plus qu'une analyse. Je suis pas quelqu'un de très analytique. Moi, quand je vais au cinéma, quand je regarde des séries, quand je lis des livres, je me plonge dans l'histoire et je me fais embarquer, mais j'ai pas beaucoup de recul analytique. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces auteurs-là ont un détachement par rapport à la vie. On retrouve un petit peu ça aussi dans le cinéma américain de Woody Allen, par exemple. Beaucoup d'humour par rapport aux choses qu'ils vivent. Et on retrouve ça dans l'écriture de. Alors, ok, Philip Roth, il a un humour assez particulier, assez subtil, et il faut le voir entre les lignes, mais je trouve que ces auteurs-là, ils ont quand même une sensibilité particulière. Tu as parlé d'autodérision l'autre jour au Café littéraire. Oui, ils ont beaucoup d'autodérision, et leur judéité, en fait, fait partie vraiment d'eux, et les construit beaucoup plus, j'ai l'impression, que... Alors moi, je suis catholique, même si je ne suis pas ni croyant ni pratiquant, mais enfin j'ai été élevé dans le catholicisme. Voilà, moi ça m'habite pas, ça t'a pas construit, pas du tout. Ça peut construire ces auteurs. Voilà, et ces auteurs-là, j'ai vraiment l'impression que le fait d'être juif, ça les a construits dans leur vie de tous les jours, mais également à travers leur œuvre et dans le recul. Oui. D'accord. Alors peut-être que si ça se trouve, toi ça t'a construit aussi, mais tu t'en rends pas compte parce que tu es dedans, et que eux, comme ils sont juifs, et que tu l'es pas, tu vois ce qu'il y a de juif dans leur écriture, et ce qu'il y a de décalage. Tout à fait. Bon, j'en sais rien. Tout à fait, c'est psychanalytique, mais peut-être, oui, peut-être que j'ai un recul, moi, par rapport à tout ça, qui fait que je m'en rends compte, en fait. Bien sûr. Ouais. Et tu arrives quand même à lire tous les jours? Ou pas, finalement? Alors, écrire tous les jours, j'essaye, mais c'est compliqué. Lire tous les jours, oui. D'accord. Oui. Je lis, alors je n'ai pas plusieurs romans en cours, par contre. Non. Donc j'ai toujours un roman. Parfois je lis aussi des magazines ou des essais, mais j'en lis beaucoup moins qu'avant. Des essais ou de la littérature, on va dire, un peu universitaire. Oui, non fictive, voilà, c'est ça. Mais par contre, oui, je lis tous les jours. Oui. Je peux pas me passer au petit-déj, je lis, avant de dormir, je lis, dans le tram, je lis. Voilà. Tu as toujours un roman en cours, quoi. Oui, j'ai toujours un roman. Okay. Et toi, Valérie, dans ce que tu lis, j'en profite aussi, est-ce que tu lis principalement de la fiction, ou tu as d'autres choses aussi que tu lis Alors moi, j'ai vraiment une accroche particulière pour la fiction. Ouais. J'ai beaucoup de mal à lire des essais, il faudrait que je m'y mette, mais c'est vraiment une littérature qui ne m'attire pas. Moi, j'ai une vraie appétence pour la fiction, avec des thématiques et des modes un peu... en ce moment, je suis branchée littérature japonaise. Bon, voilà. Je suis dans un cycle de littérature japonaise. Là, je pense que je vais en lire pendant 2-3 mois. Parce qu'il y a quelque chose dans la construction de ces œuvres qui me parle, que j'ai encore du mal à définir. Mais voilà. Je reste encore vraiment beaucoup sur la fiction. Moi, contrairement à toi, effectivement, je fais peu d'incursions. Ça peut m'arriver, mais je fais assez peu d'incursions dans ce qui est de la littérature non fictive, les essais ou d'autres éventuellement littérature scientifique. Et je ne sais pas comment tu fonctionnes, toi, Pierre? Eh bien, moi, pendant longtemps, j'ai lu quasiment que de la littérature scientifique, puisque je faisais de la recherche, et que ça prenait déjà beaucoup de temps, parce que je ne suis pas un lecteur rapide non plus, donc ça prenait pas mal de temps. Et puis, depuis quelques temps, j'ai complètement changé l'équilibre, et je ne lis quasiment plus que de la littérature de fiction, en tout cas en ce moment. Et ça me fait un bien fou. Et ça nourrit le café littéraire. Et ça nourrit le café littéraire, effectivement. Mais une autre chose que tu as dit, toi tu lis un livre à la fois. Ouais. Est-ce que toi c'est ton cas aussi? Oui. Ah ouais. Un livre à la fois. Ouais. Pas toi, apparemment. Moi je les ouvre, j'en lis quelques chapitres, puis je passe à un autre. Ah oui, moi j'en lis un seul à la fois, très vite, mais toujours un seul. Et puis, sauf quand vraiment j'ai un coup de
cœur, que j'ai un page turner entre les mains, où là, D'accord. je le lâche plus jusqu'à ce que je l'ai terminé. Sinon, j'ai tendance à passer d'un livre à l'autre et avoir plutôt Tu papillonnes. 4 ou 5 bouquins ouverts en même temps, qui traînent sur mon bureau, dans ma chambre, dans mon sac. Et autre chose, moi je m'autorise à abandonner les livres aussi. Avant je ne le faisais pas. Je crois Maintenant Je crois qu'il faut. si j'y arrive pas, je me dis bon, Tu dis, il existe beaucoup de livres, hein, Ouais. on n'a pas beaucoup de temps sur Terre, C'est ça. donc j'applique un des préceptes de Daniel Pénac qui est de s'autoriser à abandonner un livre si on n'entre pas dans l'univers de l'auteur, quoi. Et Je suis d'accord s'autoriser à sauter des pages aussi, ou des chapitres? Non. Non, ça moi, par contre. je non. lis in extenso. Moi Ah aussi. ouais, d'accord. Je lis in extenso. Ouais. Moi aussi. Et dans l'ordre. Je ne ouais, commence moi jamais par la fin. Ah non, bien sûr que non. Ok. Est-ce que tu as un livre culte, un livre qui t'a particulièrement marqué, un ou des éventuellement, Ouais. un livre culte? Peut-être Ouais. qu'il y a aussi des livres qui ont jalonné un peu ton parcours, qui Alors restent, oui, des livres qui ont jalonné mon parcours, oui, alors on en a parlé au Café Littéraire, hein, je vais faire très rapidement pour ne pas passer trop de temps dessus. Moi, j'ai commencé avec Les Six Compagnons quand j'avais 8-9 ans, dans la bibliothèque verte. Ensuite, je suis passé un peu plus, alors ça se passe à Lyon, après je suis descendu un peu dans le sud, avec la découverte de Marcel Pagnol et de cette littérature provençale. Aujourd'hui, je découvre Giono, que je ne connaissais pas, et je suis en pamoison devant Giono. Évidemment. Et ensuite, après Pagnol, je suis passé à la littérature américaine. Et comme toi, j'ai eu une période de littérature asiatique, mais je pense que c'est des cycles. Alors moi, c'était à l'université. J'allais voir beaucoup de films japonais ou coréens, donc en même temps, je lisais. Puis j'ai abandonné parce que, voilà, au bout d'un moment, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que je peux lire de la littérature française. Alors je lis beaucoup de littérature blanche, je lis pas beaucoup de thrillers, pas beaucoup de polars, j'en lis un de temps en temps comme ça, soit parce qu'on me l'a conseillé, soit parce que j'ai envie un peu de sortir de la littérature blanche qui est parfois un peu plombante. Mais je lis beaucoup d'auteurs et d'autrices françaises, beaucoup plus qu'avant. Et de plus en plus de littérature italienne aussi, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et donc pour mes livres de chevet, mais alors je relis jamais de livres. Une fois que j'ai lu un livre, je passe à autre chose. J'ai beaucoup de mal à relire des livres. Alors un livre de chevet qui t'aurait marqué? Bon, bien entendu, s'il y en avait qu'un, ça serait Sur la route de Kerouac. Mais je pense que c'est plus sentimental et plus lié à ma vie que au contenu lui-même qui a quand même, on peut quand même pas mal critiquer. Alors je te donne un joker, un deuxième livre de chevet à part Kerouac. J'ai découvert très récemment, beaucoup plus tard que le prix Goncourt qu'il a reçu en 2004, je crois, c'est Laurent Godet, que j'affectionne beaucoup. Et donc j'ai commencé par le Soleil d'Escorta, mais ça c'est parce que j'ai aussi cet atavisme pour l'Italie qui fait que je me suis plongé là-dedans et pour le coup, lui, je l'ai dévoré. Mais c'est mon livre préféré. D'accord, très bien. Il y a une scène que c'est rigolo parce que je feuillette très peu les livres que j'ai déjà lus, mais il y a une scène que je relis régulièrement, c'est la scène du banquet. Il y a un repas de famille qui se passe un dimanche et donc la femme de Laurent Godet est italienne, donc lui s'est nourri de son expérience et il décrit le repas du dimanche en bord de mer dans les Pouilles et moi c'est mon rayon de soleil. On y est. Et je sais que quand j'ai un petit coup de mou, un truc comme ça, j'ai le Laurent Godet qui est pas très loin et je lis les 5 ou 6 pages et voilà. Et chez Laurent Godet, j'ai beaucoup aimé Eldorado aussi, qui est l'histoire croisée d'un migrant qui part du Maghreb, je crois, et qui se rend en Sicile, et d'un garde-côte sicilien qui vit, lui, de son côté, l'arrivée des migrants. Et je trouve que c'est un tout petit livre, et il est fantastique. Il est puissant. Ouais, très très puissant. Et ça fait 2-3 fois donc, que tu mentionnes l'Italie. Oui. Donc pourquoi, d'où te vient ce goût pour l'Italie, cet attrait pour l'Italie, ouais. Je sais pas. C'est arrivé c'est le quand? soleil. C'est arrivé quand j'étais très très jeune. Ça a dû arriver. Alors, c'est arrivé indirectement, on va dire, par mes cours d'histoire géo à l'école primaire, là, quand on étudiait l'Empire romain et l'Empire grec. Moi, je me suis passionné pour l'Empire romain. Je rêvais de vivre à marcher dans les rues de Rome, de Pompéi et tout ça. J'ai déjà adoré la mythologie. Pompéi peut-être un peu moins, mais en tout cas Rome. Voilà, donc j'étais très attiré par l'Italie antique, par la Rome antique pour le coup. Et puis ça m'est passé, et puis je sais pas, au début de l'âge adulte, j'ai retrouvé un peu un goût pour déjà les cultures méditerranéennes. Je suis très attiré par les cultures méditerranéennes, de plus en plus de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis là, l'Italie m'est arrivée dessus un peu par hasard, et puis ça m'est vraiment tombé dessus. Voilà, c'est pour le coup, c'est
une passion plus que dévorante. Parce que j'ai donc appris l'italien en cours du soir à l'université. Je pose un petit peu des voyages réguliers à ma famille en Italie. Je pars seul, exactement, je pars seul parfois en Italie. J'ai besoin un peu d'être pratiquer la langue, tout ça. Je cuisine italien, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Je lis, j'écoute aussi un petit peu de musique italienne. D'accord. Ça t'imprègne vraiment beaucoup. Oui, ça m'imprègne vraiment beaucoup. Je pense que moi, non, mais je pense que parfois pour l'entourage, c'est un peu pesant. Dans la mesure où tu n'as pas d'origine italienne. Non, pas du tout, je suis du Nord, je suis de Lille, donc non, pas du tout d'origine italienne, et puis voilà. Et puis, il ne faut pas chercher à tout expliquer. Hein, non, et puis voilà, si ça nourrit ton inspiration voilà. Et puis dès que je passe la frontière, c'est une respiration. Mais je comprends, voilà. je partage, je comprends. Toi aussi tu habites l'Italie ou... Alors moi, c'est le sud français, la côte italienne, effectivement. J'ai cette attirance. D'ailleurs, mon premier roman en littérature adulte, Palogia, se termine sur une île méditerranéenne que j'ai complètement fantasmée. J'ai pris une île qui existe, mais qui n'est pas en Italie, et que j'ai beaucoup fantasmé dans ma vie, et je l'ai aménagée à ma sauce pour en faire une destination dans mon roman. Mais effectivement, c'est une influence qui a beaucoup joué. Et dans mon second roman, ça se passe encore au bord de la Méditerranée. Oui, alors parlons un peu de ton univers visuel maintenant. C'est un autre élément qui tient une place importante dans ton parcours, et on imagine du coup que directement ou indirectement ça a un lien aussi dans ce que tu produis en termes de création littéraire. Donc quelle est la place des arts visuels dans ton parcours ? Alors, c'est une bonne question, et en fait c'est une question que je m'étais... Oui, c'est une bonne question. Et c'est une question que je m'étais pas posée en fait. Et qui, encore une fois, m'est arrivé un peu dessus par hasard, puisque les premières personnes qui ont lu mon livre et qui m'ont fait des retours m'ont dit « tu as une écriture très visuelle, très cinématographique, très photographique, finalement on a l'impression d'être spectateur et d'être dans un film. » Tout à fait. Bon, moi, j'ai pas... oui, sans doute, peut-être, si on me le dit, c'est que c'est vrai, mais j'écris pas volontairement comme ça, quoi. Ouais. Donc en fait, en réfléchissant, je me suis quand même dit, j'ai réfléchi un peu, et je me suis dit que j'étais quand même très influencé par le cinéma, par la photographie, et bien entendu par le cinéma indépendant américain, par la photographie américaine, qui est une photographie assez réaliste. Et voilà, par exemple, moi, une de mes influences quand je faisais de la photo, et qu'on doit retrouver quand même un petit peu, c'est Sol Letter, qui est un photographe américain qui a été un des premiers à utiliser la pellicule couleur pour faire de la photographie de rue. Donc une photographie qui est très visuelle, qui est beaucoup dans le détail, et dans le... Alors c'est pas du Cartier-Bresson, parce qu'il saisit pas un instant, mais il arrive à créer un univers à partir d'une photo de rue, avec avec des plans différents, avec des détails qui sont à aller chercher, que la personne qui regarde la photo doit aller chercher volontairement. Donc il y a cette influence-là. En peinture aussi, un peintre que j'adore et qui est américain, c'est Edward Hopper aussi, qui arrive lui aussi à faire des scènes. Ils se ressemblent un peu d'ailleurs, Sol Letter et Hopper. Voilà. Et après, il y a tout le cinéma américain. Alors moi, je suis pas du tout blockbuster et tout ça, je suis beaucoup plus cinéma indépendant. Et donc je pense que dans mon écriture, on ressent l'influence, je sais pas, des frères Cohen par exemple, que j'aime beaucoup, un peu Tarantino aussi, voilà. Il y a la façade justement, il y a le clinquant, il y a le rêve américain, et puis il y a le revers, il y a la réalité qui est en dessous, celle qui est juste derrière finalement cette première image. Et c'est quelque chose qu'on trouve chez les photographes que tu as cités et qu'on peut retrouver peut-être chez les frères Cohen. Donc je pense qu'il y a cette idée de réalisme, de recherche d'une authenticité derrière tout à fait. Mais tu as toi-même fait de la photo, si je me souviens bien de ce que tu as mentionné l'autre jour. Voilà. Oui, j'ai fait de la photo pendant... Tu as quand même cet œil. Oui, voilà. Oui, bien sûr, j'ai fait de la photo pendant 15 ans en fait. Sur le monde. Moi, c'est marrant, en le lisant, 10e manche, j'avais des images, et je ne saurais pas non plus dire d'où elles viennent ces images, mais des images de films des années 90, de séries des années 90, on a été nourris à ça, qui revenaient dans mon esprit, quoi, et que j'associe à la lecture. Je ne saurais même pas dire de quel film ou de quelle série, mais c'est juste une qu'on a dans l'inconscient. Cette iconographie-là, qui revenait. Mais encore une fois, quand j'ai écrit le livre, je m'en suis pas rendu compte. Tu n'y as pas mis une intention? Non, pas du tout. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai reçu... Là, j'ai un lecteur qui vit au Canada, c'est un Français qui vit au Canada, qui a acheté mon livre, et là, il m'a envoyé hier ou avant-hier en me disant « J'ai l'impression que tu parles
de villes, de lieux que je connais, parce qu'il m'a dit c'est tellement réaliste entre guillemets il me dit mais t'es venu? Je dis bah non, je connais New York mais c'est tout, et ça se passe pas du tout à New York. Donc voilà, donc c'est assez rigolo, mais j'en avais pas conscience. Ça se passe en Pennsylvanie, c'est pas New York, on n'est pas très loin. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est le lien entre un plat de lasagne, Éric Emmanuel Schmitt et 10e manche, le roman que tu as écrit? En effet. Alors c'est pas tout à fait dans cet ordre-là, mais t'es pas loin. En fait, donc pour la petite anecdote, j'ai donc passé une partie du premier confinement chez moi, et j'en ai profité pour suivre une masterclass en ligne d'Éric Emmanuel Schmitt, qui proposait donc une série de vidéos assez courtes, à la fois méthodologiques, puis après aussi on va dire un peu plus pratique et conceptuel et tout ça. Et à chaque fois, il y avait un petit exercice littéraire d'écriture qui était associé. Et parmi tous les exercices que j'ai pu faire, il y en avait un que j'ai trouvé très original, qui était en fait de romancer une recette de cuisine. Voilà. D'accord. Et donc, comme tu le dis si bien, l'Italie, et donc moi je cuisine aussi, un petit peu, beaucoup de cuisine méditerranéenne et plus particulièrement italienne. Et donc je me suis dit, mon plat préféré, en tout cas à faire en cuisine, c'est les lasagnes. Donc je vais romancer une recette de lasagne. La contrainte, c'était que n'importe quelle personne qui prend la nouvelle, c'est sous forme de nouvelle, devait être capable, alors peut-être pas au gramme près, mais en tout cas devait être capable de refaire la recette. Donc tu l'as fait, tu as romancé cette recette. Donc j'ai romancé cette recette, alors j'ai pris un point de vue, donc j'ai situé la scène dans la campagne italienne, vers Bologne, puisque les lasagnes sont originaires du coin, à la campagne, dans une ferme, et les lasagnes, c'est le plat du dimanche, très roboratif et tout ça, les hommes rentrent de la chasse ou des travaux agricoles, et ce sont les femmes qui font les lasagnes. Tu t'es mis dans la peau du maman italienne ? Presque. Ah. Non, je me suis mis dans la peau d'un petit garçon qui, lui, est un d'entre-deux, il a 13-14 ans. D'accord. Il n'a pas le droit d'être avec les hommes, il n'a pas le droit d'être avec les femmes, donc il se situe derrière la porte de la cuisine et il observe par le trou de la serrure la réalisation du plat de lasagne, orchestré par une vieille mama qui répartit les rôles en fonction de l'âge des filles et des femmes qui sont présentes dans la cuisine. Donc les plus jeunes font les petites mains et les adultes font les choses qui sont un peu plus compliquées à réaliser. Et donc toute la recette, elle est vue, ressentie, sentie de manière aussi auditive par ce petit garçon qui observe la scène derrière la serrure. Jusqu'au moment où la maman décide, sait très bien que le garçon est derrière, décide de lui ouvrir la porte pour qu'il puisse venir, c'est la chute, mettre du râpé et du parmesan pour qu'il se sente aussi lui impliqué et puis qu'il ait le privilège d'être au milieu de toutes ces femmes qu'il admire forcément. Voilà, donc c'est ça qui m'a vraiment donné envie. Quand j'ai écrit la nouvelle et que je l'ai relue, je me suis dit ah oui, on peut à travers des mots qu'on va agencer, qu'on va travailler et tout ça, on peut raconter quelque chose qui nous tient à cœur, qui peut être émouvant, qui peut faire peur, qui peut créer des frissons, mais en tout cas on est capable avec des mots de faire ressentir quelque chose aux gens. Et c'est quelque chose que j'avais plus avec la photo. J'avais plus ce sentiment d'être capable de créer des émotions. C'est pour ça que je m'étais un peu éloigné de la photo, et c'est pour ça que je me suis jeté à corps perdu dans l'écriture du roman. Donc c'est le point de départ de ton expérience de romancier finalement, c'est vraiment. Cette expérience. Voilà, moi j'ai écrit quelques poèmes, quelques chansons à l'adolescence. Voilà, quand t'étais jeune. Voilà, mais en fait rien de bien poussé, rien d'intéressant. J'ai jamais eu de carnet intime. Moi je lisais beaucoup, mais j'écrivais pas du tout en fait à cette époque. Pas du tout. Alors en attendant de goûter tes lasagnes, oui, avec plaisir, la prochaine fois. On espère qu'on les goûtera un jour. Bien sûr. Je propose que peut-être on entre dans le roman. Donc on va entrer dans une discussion autour vraiment du roman d'Alexandre qui s'appelle donc 10e manche, une histoire américaine. J'essaie de remontrer aux éditions Souffle littéraire qui sont en fait une maison d'édition qui est une émanation de la Poste. Et donc je vais tout simplement lire la 4e de couverture pour les auditeurs et les gens qui nous regardent qui n'auraient pas encore lu. Un match de baseball se joue en 9 manches. La vie en offre une 10e. 1988, Accrington, Pennsylvanie, un jeune prodige du baseball, Richard Stoke, est victime d'un accident de la route alors qu'il allait marquer l'histoire du sport. 2018, Chicago, Illinois, Nathan Bergman n'a plus rien du flamboyant journaliste sportif qu'il a été. Pourtant,
Avant de siffler la fin du match, il décide de boucler un article que sa mémoire avait effacé. Il se fait un devoir de ne pas laisser le nom de Stock tomber dans l'oubli. Et à mesure qu'il progresse dans son enquête, Bergman retrouve la flamme du journalisme et dévoile peu à peu la vérité. Le rêve américain peut parfois tourner au cauchemar. Donc voilà pour une petite mise en bouche, même si elle n'est pas culinaire. Donc ce roman, très clairement, on va mettre les pieds dans le plat. C'est encore le cas de le dire tout de suite sur la thématique. Tu es entré dans ce roman avec une thématique forte qui est celle du baseball. Et pourtant, je vais dire franchement, on n'a pas besoin d'y connaître quoi que ce soit en baseball pour lire ce livre, puisque finalement, moi, lectrice, et n'y connaissant rien en baseball, j'ai eu le sentiment que finalement le baseball était un prétexte, une toile de fond, effectivement, pour te situer aux États-Unis, pour plein de choses dont tu vas nous parler après. Mais c'était plus un prétexte que le cœur véritable de ton livre. Est-ce que je me suis trompée ? Non, pas du tout. C'est le baseball. Après, alors c'est un prétexte pour écrire cette histoire-là, oui. Mais l'histoire, le cœur de l'histoire n'aurait pas pu être transposable, à mon sens, ou alors différemment dans le milieu du football en France ou dans le milieu du tennis. Voilà. Moi, j'avais besoin de toutes les références culturelles du baseball pour me permettre de traiter les thèmes et les questions qui me tenaient à cœur. En fait. Donc, c'est en effet un prétexte, mais un prétexte indispensable au déroulement de mon intrigue. Si je me souviens bien, tu nous avais expliqué que quand même au départ, d'ailleurs, l'histoire était peut-être plus centrée sur le baseball, et que c'est à mesure que tu as écrit le roman que ça s'est que ça s'est un peu ouvert. Exactement. En effet, au début, moi, j'étais pas du tout parti pour écrire une enquête. Alors, comme vous le verrez si vous lisez le livre, en tout cas vous l'avez lu, on part de le lire. On part d'une enquête journalistique et au fur et à mesure, on arrive sur des investigations pour une quête de vérité autour de la mort de ce garçon. Ça, c'était pas du tout l'histoire que je voulais raconter au début. Moi, je voulais m'intéresser beaucoup plus au monde du baseball et à la différence de traitement qui existait entre des joueurs professionnels qui sont, on va dire, des stars, qui gagnent des millions, et des joueurs qui sont aussi professionnels, qui sont beaucoup plus jeunes et qui, eux, doivent se débrouiller pour survivre parce qu'ils évoluent dans des ligues qu'on appelle des ligues mineures, dans lesquelles ils doivent se débrouiller pour trouver des logements. Ils font des déplacements en bus à travers les États-Unis. Ils mangent dans des espèces de food trucks sur le bord des autoroutes. Bref, c'est un monde qui est quand même très, très, très inégalitaire, l'univers du baseball. Et moi, c'était là-dessus que je voulais travailler. Donc, j'avais pensé à un jeune joueur de baseball, Richard Stock, oui. Voilà, qui allait évoluer dans cet univers et qui était un univers ultra concurrentiel, puisqu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus qui vont gagner un jour des millions de dollars. Et puis en fait, de fil en aiguille, quand j'ai commencé à prendre mes notes et à écrire une première version, on va dire, du scénario du livre, je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas sûr d'être capable de raconter cette histoire-là sans passer par le truchement d'un personnage extérieur qui... Alors, c'est pas le narrateur, Nathan, mais en tout cas par l'œil duquel l'histoire serait racontée, serait révélée. Donc voilà, donc au début, c'était pas du tout une histoire d'enquête, c'était plutôt la vie de ce garçon, mais j'ai ressenti le besoin d'amener un côté intrigue un peu plus fort, un peu plus enquête, investigation. Alors on va rester peut-être encore quand même 2 minutes sur le baseball, puisqu'il y a quand même 2 choses dont je voudrais qu'on parle. C'est que d'abord tu fais du baseball, ça tu vas nous en parler. Donc tu le pratiques, c'est un sport que tu pratiques, et puis c'est aussi ce sport, tu ne l'as pas choisi par hasard, en dehors du fait que tu le pratiques. Il me semble, tu l'as évoqué l'autre jour, que c'est un sport que tu as choisi aussi d'évoquer dans ton roman, parce qu'il véhicule quand même un grand nombre de valeurs américaines, et peut-être que tu peux développer... oui, alors sur la pratique, on va passer rapidement, parce que je fais du baseball, mais je ne pense pas que ce soit... une de mes principales qualités. Je ne suis pas un très grand joueur de baseball. En revanche, oui, j'ai choisi le baseball pour plusieurs choses. Alors, premièrement parce que c'est un univers qui m'intéressait, et parce que, comme tu le disais, le baseball, c'est, pour les Américains en tout cas, contrairement à nous, Français, qui regardons ça de manière un peu exotique et un peu... on comprend pas grand-chose aux règles, et c'est très compliqué. En fait, pas du tout. C'est pas un sport qui est très compliqué. Par contre, c'est un sport qui n'est pas un sport à la base pour les Américains. C'est ce qu'ils appellent le national pastime, c'est-à-dire le passe-temps national. Et c'est vraiment une activité, avant d'être un sport, c'est une activité qu'on pratique en famille.
Donc on le voit hein, dans les films américains, surtout dans les années 80-90. On se souvient de Kevin Costner dans le jardin qui lance une balle avec son fils. Enfin voilà, il y a toute une mythologie autour du baseball parce que finalement, l'histoire du baseball depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui est calquée, ou en tout cas est parallèle à l'histoire des États-Unis. D'accord. Donc, Première Guerre mondiale, donc il y a des joueurs qui se sont engagés, d'autres joueurs qui se sont pas engagés. Ensuite, il y a eu toute l'époque de la ségrégation raciale où les joueurs noirs ont été sortis sortis des équipes là. Oui, ils ont été ségrégés. Donc, ils ont créé, il y a une ligue, la Negro League, qui sont des ligues réservées aux noirs, qui se sont jouées en parallèle. Puis, on a eu un phénomène de déségrégation où on a commencé un petit peu à réintroduire les joueurs noirs parce qu'on se rendait compte. Alors certains l'ont fait par altruisme, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient meilleurs que les joueurs blancs et qu'ils allaient leur rapporter de l'argent. Donc beaucoup plus par intérêt. Voilà. Il y a toujours le business. Et alors, pour le coup, le baseball, c'est un sport business. Alors, tous les sports américains sont des sports business, mais le baseball en particulier, c'est vraiment le sport business par excellence. C'est aux États-Unis un des derniers monopoles. Aux États-Unis, les monopoles sont quand même honnis et il y a des lois antitrust. Le baseball fait partie des exceptions, donc c'est un des derniers bastions des trusts américains. Donc le pouvoir fédéral n'intervient pas dans les règlements, on va dire, de gestion de la vie de la MLB. Donc la MLB, c'est la Major League of Baseball, donc c'est la ligue majeure de baseball. Donc c'est cette espèce de monopole qui régit le fonctionnement de tous les clubs, enfin, des franchises. Ce sont des franchises. Donc voilà, ça aussi, ce modèle de franchise par rapport à nos clubs, à nous. Donc ce sont des entreprises qui peuvent être vendues, qui peuvent être déplacées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Yankees, ils sont à New York, mais rien ne dit que demain, ils ne pourraient pas être achetés par quelqu'un qui déplace la franchise dans un endroit où ils pensent que le marché des fans serait plus gros. Enfin voilà, donc il y a vraiment un gros business. Et ça ressemble beaucoup finalement à la mentalité américaine. Et c'est ça que j'ai voulu aussi faire transparaître dans le livre, c'est ce parallèle qui existe entre toutes les valeurs qui sont développées dans le baseball et les valeurs américaines. Vas-y, je t'en prie. Oui, pardon. Non, je termine avec des valeurs comme voilà, aux États-Unis, on a le droit à sa deuxième chance, c'est-à-dire que contrairement en France, on redoute à tout prix l'échec. Aux États-Unis, l'échec fait partie de la vie. Dans le baseball, la philosophie, c'est que la philosophie, puis même les statistiques montrent qu'on échoue beaucoup plus qu'on ne réussit. Mais quand on réussit, on arrive à être une star, payer des millions. Donc voilà, il y a tout un imaginaire qui est plus vraiment imaginaire, mais en tout cas une mythologie, une réalité qui fait que le baseball et les États-Unis, la société américaine sont très très imbriquées ensemble. D'accord, donc c'était pas un sujet anodin. Puis tu nous as parlé aussi l'autre jour effectivement de l'omniprésence de ce baseball aux États-Unis. Tu nous as dit qu'il n'y a quasiment pas une famille américaine dans laquelle le père n'offre pas, à je ne sais plus quel âge, un gant de baseball ou une balle de baseball au fils ou à la fille. D'ailleurs, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission aussi. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, c'est un sport de transmission, en effet. Alors, puisqu'on parle justement de cette histoire de transmission, il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup parlé dans ce roman. C'est toute l'histoire de la relation père-fils et même aussi père-fille. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? Oui, sans révéler, sans révéler parce que voilà, ces relations-là sont au cœur de l'intrigue. Oui, pardon. Donc, ce qu'on peut dire peut-être pour replacer un petit peu cette thématique-là, c'est que finalement, et si jamais j'en dis trop, on coupera. On coupera pour pas spoiler le livre, mais c'est que donc Nathan Bergman, journaliste, enquête sur donc la mort de Richard Stock, qui se trouve être le fils de William Stock, et on va au fil du roman justement s'intéresser à la relation entre ce père et ce fils. Tout à fait. Ce père vivant et ce fils qui est lui décédé il y a de nombreuses années. Et parallèlement à ça, Bergman, le journaliste, lui, on apprend et on se rend compte au fur et à mesure qu'il creuse l'histoire de cette relation entre ce père et ce fils, eh bien, il va le mettre en miroir avec sa propre relation avec sa fille, qui est elle-même disparue dans un accident quelques années auparavant. Donc ça en fait quand même un motif, une trame qui va accompagner tout le roman. Et peut-être moi la question que je voudrais te poser à ce sujet, c'est comment tu as décidé que Bergman en fait allait être un père qui a perdu sa fille,
parce que bon, Stock, le héros, on apprend qu'il est mort, donc ok, on va s'intéresser à sa mort. Mais Bergman, lui, devient un père qui a perdu sa fille aussi, ce qui fait qu'on se retrouve quand même face à cette structure où on a finalement deux pères qui se penchent sur leur enfant disparu. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que souvent c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on parle de parents, enfin, on parle de situations dans lesquelles les parents sont absents, c'est quelque chose qui revient souvent, ou de familles où les parents sont défaillants. Et là, en fait, il n'y a pas de défaillance des enfants, mais en tout cas, il y a une absence des enfants, puisque ce sont deux enfants morts en fait, auxquels on s'intéresse tout au long du livre. Alors, c'est intentionnel ou pas finalement, Alors, comment ça émerge cette thématique dans ton livre? Alors, c'est intentionnel, oui et non. Ah. Oui et non. Alors, la relation entre William Stock, qui est donc le père de Richard Stock, ce garçon qui s'est tué dans un accident de voiture 20 ans plus tôt, 20 ans avant que Nathan vienne enquêter, cette relation-là, c'est le cœur, c'était le cœur, moi, de mon intrigue. Oui. En fait, donc celle-là, je l'ai intentionnellement écrite comme elle l'est. Alors, bien entendu, au fil de la plume, il y a des choses qui se sont rajoutées, il y a des choses qui se sont enlevées, mais j'avais quand même cet arc narratif-là, je l'avais quand même... Ces personnages et cet arc. Voilà, les personnages et l'arc de ces deux personnages-là étaient vraiment le cœur, moi, de mon intrigue. Et quand je suis passé de la première version dont je parlais tout à l'heure à la deuxième version qui est celle un peu plus de l'enquête, c'est vraiment autour de cet arc-là que j'ai vraiment travaillé. Et ensuite, alors j'ai un peu de mal avec l'idée que ce soit les personnages qui ont imposé leur histoire à moi. Parce que j'aime bien me dire que c'est moi qui suis maître de ce que j'écris. Alors je sais qu'il y a un peu de ça peut-être. Mais oui, il y a quand même, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent bah moi les personnages ils font ce qu'ils veulent et je m'adapte et j'écris leur histoire comme ils me le disent. Moi, très cartésien et très rationnel, je dis non, je maîtrise tout de A à Z. Et en fait, pour Nathan, j'avais besoin quand même que ce personnage soit un écorché. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit il faut qu'il ait une carrière en dents de scie. Donc il commence sa carrière comme étant un prodige, on va dire, du journalisme. Il gagne des prix, il fait des portraits de sportifs, il est spécialiste dans le portrait, des portraits de sportifs qui marquent l'histoire du journalisme, jusqu'au jour où sa vie bascule, puisque sa femme et sa fille, on peut le révéler parce que ça c'est très rapidement, enfin elles meurent toutes les deux dans un accident de voiture également. Et donc à partir de ce moment-là, lui, sa carrière elle s'effondre, il fait une dépression, il se renferme, il n'a plus du tout de goût pour le journalisme, jusqu'au début du roman où un fait qu'il se dit qu'il faut quand même que... Dernier article. Voilà, et que Richard, que tout le monde semble avoir oublié, mérite quand même d'avoir un portrait, et ce sera mon dernier portrait, en tout cas en hommage. D'accord. Donc pour répondre à ta question, oui pour les stocks, et beaucoup moins pour Nathan et pour sa fille, où là ça s'est épaissi au fil de l'écriture. Voilà. C'est intéressant. C'est une lectrice qui nous l'a fait remarquer en fait au dernier café que le rôle de cette relation entre Nathan et sa fille était probablement aussi important que la question de la relation entre les deux Stock, entre Richard et William Stock. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a vraiment une mise en regard, un miroir, voire une opposition entre ces deux relations qui équilibre en fait aussi le roman. C'est assez intéressant. Ouais. Moi je me dis quand même cette idée de partir de personnages qui sont endeuillés, parce que ça aussi du coup ça devient un enjeu, c'est que ce sont deux personnages qui sont endeuillés. Est-ce que pareil c'est arrivé spontanément, ou est-ce que pour toi c'était un enjeu important? Ça c'est une bonne question. Et ça, c'est une question à laquelle je suis incapable de répondre. Non, parce que... Non, mais c'est parce que, oui, moi j'ai vécu des deuils dans ma famille, mais si, je pense que ce sont des moments qui m'ont marqué et qui m'habitent encore de manière très inconsciente. Je suis quelqu'un de très angoissé par la mort. Alors pas par ma mort à moi, mais plutôt par la mort de mes proches. Moi, personnellement, pour l'instant, je ne stresse pas trop. Mais quand même, dans ma vie quotidienne, la mort occupe une place quand même assez importante, à mon grand désarroi, parce que j'aimerais ne pas y penser. Donc peut-être que le livre aussi était, tu vois, en parlant là, encore une fois, peut-être ça a été une manière peut-être d'exorciser peut-être un petit peu la mort ou de la mettre à distance à travers une histoire fictionnelle, je sais pas. En tout cas, ça n'a rien résolu à mes angoisses. Je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est génial ça en fait de se dire que on écrit un livre, on croit qu'on écrit sur un sujet,
Et puis en fait, quand on arrive à se laisser vraiment aller, à faire confiance à son écriture, eh ben, on se met à explorer d'autres thématiques. Tout à fait. Sans en avoir complètement Oui, conscience. et à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, c'est passionnant. quelqu'un qui, tu vois, là par exemple, le sujet de la mort, j'y avais pas du tout pensé. Mhm. Et ça, je trouve ça passionnant. Le regard des autres, Et ouais, surtout, ah oui. moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ces thématiques-là qui viennent en fait s'infiltrer sans qu'on les ait consciemment invitées, qui donnent le corps et la richesse au texte, en fait, qui font ça que c'est donne pas plus juste... d'épaisseur. On parlait d'épaisseur tout à l'heure, c'est ça. Hein. Voilà, c'est pas juste une énième enquête, Bah, un énième roman noir. Ah non, il y a de l'humain non, derrière tout ça, il y a bien justement sûr. des Oui, alors ça, thématiques qui j'y viennent- tenais quand même. Ouais. Ça, par exemple, à l'humain, j'y tenais beaucoup. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et quand moi je lis, j'ai besoin d'avoir des personnages qui soient oui, ancrés dans la vie réelle, qui soient, comme je le disais, moi je vais pas du tout voir de blockbuster. Oui. La fantasy, c'est pas du tout mon Ton univers. élément. Moi, j'ai besoin de que ce soit ancré dans le réel. Donc quand j'écris, forcément, je pense que j'ai aussi ce besoin-là que mes personnages aient les pieds sur terre dans la boue. Ouais. Et Et ça marche assez bien. Je pense que ce qui fait la force de ce Nathan Bergman qu'on suit tout le long du roman, c'est quand même ça, c'est que justement, il a ce côté très un peu déprimé au bout du rouleau. Oui, en fin de course, il semble en fin de course. Et donc, on a l'impression de suivre un personnage qui est presque mort quelque part, Usé, en fait. au niveau émotionnel. Et en fait, il y a plein de petits détails, justement, comment on dit, ces réminiscences de ses relations familiales, la façon dont il observe les gens avec qui il est, qui font que, en fait, il devient extrêmement humain. En fait, il est extrêmement sensible et on sent avec lui à la fois ce poids, cette langueur, et en même temps, tout ce qui se passe en lui. Voilà, cette richesse émotionnelle. Quoi, et du coup, ça donne un élan à sa présence. Enfin, je veux dire, il est motivé, il se remotive par. Oui, c'est ça. En fait, il est au fond. Il se réveille en fait, Tout petit à petit. Cette enquête le réveille. Quoi. Tout à fait, c'est ça. Et réveille à la fois au présent et en même temps réveille des choses de sa vie passée. Et il y a peut-être un ça dernier le rend point. effectivement attachant. Quoi. Oui, pardon. Il y a peut-être un dernier point sur lequel je voulais t'interroger un petit peu, c'est que c'est assez amusant. En fait, il y a une sorte de mise en abîme dans ce roman finalement, puisque tu nous as dit lors des entretiens préalables et puis au café littéraire l'autre jour, quand il y avait la session avec le public, tu nous as dit, en fait, toi, tu étais parti pour écrire effectivement sur cette histoire de jeunes joueurs qui naviguent dans des zones qui ne sont pas encore tout à fait professionnelles, ils ne sont pas bien payés, ils ne connaissent pas la gloire, etc. etc. Et au fil du temps, finalement, tu t'es retrouvé embarqué dans quelque chose, dans un roman noir de l'ordre de l'enquête. Et en parallèle de ça, donc en mise en abîme, tu as écrit sur un journaliste qui, lui, se croyait parti pour un dernier article tout simple, on va dire entre guillemets, en hommage à ce fameux joueur mort 20 ans auparavant, et qui finalement se retrouve embarqué dans une enquête. Donc c'est rigolo, cette espèce de perspective de mise en abîme qui est peut-être encore là aussi inconsciente, j'imagine. Totalement involontaire. Ça dire ça. Voilà. Mais elle est intéressante. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'encore une fois, j'ai pas du tout conceptualisé. Moi, c'est mon premier roman. Après, je pense que ma pratique va évoluer et je le vois déjà. Là, j'ai commencé le deuxième roman et je suis beaucoup moins instinctif, on va dire. Celui-là, je l'ai écrit à l'instinct, sans avoir vraiment de méthode. Et donc, moi, j'ai voulu raconter une histoire. Et après, bien entendu, les différentes couches dont vous parlez se sont rajoutées et sans que je m'en rende compte. Vraiment, c'est pareil, les thèmes. Alors, il y a quelques thèmes que je voulais aborder, bien entendu. Par exemple, le thème du pouvoir, de la gloire, de l'argent, du revers du rêve américain. Ça, oui, je voulais en parler. Mais par contre, il y a plein d'autres thèmes qui apparaissent à la fin, finalement, qui sont identifiés par les lecteurs, ou soit par moi, quand j'ai relu le manuscrit pour les corrections, je me dis, ah oui, c'est vrai que ce thème-là, il est quand même... mais il est arrivé de manière totalement imprévue. C'est peut-être ça aussi, quand même, l'écriture de fiction. C'est qu'on part avec une thématique et on cherche à résoudre une intrigue. Et finalement, ces thèmes qui apparaissent vers la fin du roman, c'est la résolution de l'intrigue. Oui, en plus, pour toi, y compris pour l'auteur, de dire, j'avais pas pensé que j'allais parler de ce thème-là. Mais finalement, quand je pose tous mes ingrédients, quand je pose tous les ingrédients de mon intrigue et que je les fais avancer ensemble, c'est de ça que ça accouche, ces thématiques-là. Et ça devient aussi quelque chose je pense, de nourrissant pour le lecteur, mais déjà pour soi aussi, pour l'auteur, en fait, ça fait avancer quelque chose en nous, je pense. Et sur la mise en abîme, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le livre, c'est que c'est effectivement donc un livre, tu écris sur quelqu'un qui écrit, c'est-à-dire que finalement, il y a un miroir entre Bergman
et toi. Et Mais Bertrand Bertrand. C'est ça, tout à fait. Et c'est aussi un récit de récit. Oui. C'est-à-dire que l'essentiel quand même de l'avancée de l'enquête se fait par les rencontres entre Bergman et des gens qui vont raconter à Bergman ce qui s'est passé. C'est vrai. Tout à fait. Et donc c'est aussi un récit de récit. Donc je trouve que c'était... C'est fort. C'est surtout c'est intéressant comme dispositif littéraire en fait, quoi, de se Bien dire... sûr. En fait, voilà, c'est le des récits dans des dispositif. récits. Pardon, excuse-moi, c'est le dispositif qui s'est un peu imposé à moi pour raconter cette histoire en fait. Il te fallait un billet quelque Voilà, part. encore une fois, je me suis senti incapable de la raconter directement. Donc j'ai été obligé d'utiliser mon journaliste qui allait rencontrer des gens, qui allait amener des briques de réponse à ces questions. Et à partir de la convergence finalement et de l'analyse de toutes ces briques-là, il était capable d'aller à la résolution de cette enquête. Mais en fait, encore une fois, voilà, là pour le coup, ça s'est imposé à moi, cette façon d'écrire le livre. Alors on va peut-être pas trop en dire sur le 10e manche parce qu'il y a probablement encore plein de gens qui vont avoir envie de découvrir et donc on ne va pas divulgacher, comme on dit à l'Académie française. En revanche, je te propose de te donner la parole un petit peu sur à nouveau le thème de l'Italie et sur quelques éléments de ton second roman, sans trop en dire non plus. Oui. Alors, oui, je suis en train donc de travailler sur un second roman qui se passera plus du tout aux États-Unis, qui se passera donc en Italie. Durant l'intrigue principale se passera durant les années 70. D'accord. On suit en fait une jeune fille qui découvre à l'occasion d'une succession que sa mère biologique a été violée par un soldat français, entre guillemets en tout cas, qui appartient à l'armée française, qui est un élément du corps expéditionnaire français, c'est-à-dire ces soldats d'Afrique du Nord qui ont été mobilisés lors de la Seconde Guerre mondiale pour libérer l'Italie. D'accord. Et donc elle découvre ça et je ne veux pas dévoiler, mais en tout cas, voilà. En gros, on va être dans cet univers. Voilà, donc encore quelque chose de très joyeux. Ouais, voilà. Et surtout encore l'Italie. Et alors là, pour le coup, beaucoup d'Italie. Et contrairement à 10e manche, qui m'a demandé pas beaucoup de recherches, des recherches, comme je disais au café, des recherches beaucoup plus ponctuelles pour donner un peu de véracité à certaines anecdotes ou à des mises en contexte, des mises en situation. J'avais besoin d'aller chercher des choses qui s'étaient réellement passées. Là, pour le coup, comme c'est un roman qui se situe, c'est pas un roman historique, mais c'est un roman qui se situe dans une histoire vraie, qui s'est réellement passée. T'es mieux dans les archives. Là. Tous les personnages sont fictifs, mais en effet, beaucoup de documentation, beaucoup d'archives. Là, je suis en contact avec des Italiens, une association italienne qui a remis en lumière cette histoire, ce qu'on appelle les marochinate en italien, c'est-à-dire les maroquinades du nom de ces soldats qui étaient originaires, entre autres, du Maroc et qui ont certes libéré l'Italie, mais qui ensuite ont commis des exactions. Donc voilà, donc ça demande beaucoup de travail. Alors moi j'ai la chance de parler italien, de lire italien, donc ça me facilite les choses parce qu'en France il y a très très peu de littérature. Il y a une historienne qui a fait une thèse qui a été publiée sur le sujet. Alors pas spécifiquement sur ce sujet-là, mais sur l'histoire du corps expéditionnaire français, bien entendu. Il y en a un petit peu, mais à part ça, il y a quand même très très peu de littérature sur le sujet. Bien, donc voilà. On va te laisser creuser et nous proposer un second oui pondre. C'était vraiment le mot n'est pas joli, mais il y a quelque chose de ce registre-là quand même. Nous proposer un second roman quand tu le sentiras prêt, voilà. Et au plaisir de le lire. Ouais, moi j'aimerais te poser une dernière question. Je me souviens que tu nous avais parlé une fois dans ton processus d'écriture du processus du randonneur. Ah oui. Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de qu'est-ce que c'est que pour toi le processus du randonneur? En gros, comment tu t'y prends pour écrire, toi, concrètement, quoi. Alors, faire une idée de ce que ça représente pour toi ce travail. Il y a tout à fait. Il y a eu l'écriture du premier livre et il y a l'écriture du deuxième, qui est beaucoup plus compliqué. Le premier, comme je le disais, je l'ai écrit de manière un peu instinctive. C'est-à-dire que je voulais raconter une histoire, donc j'ai raconté mon histoire. Et il y a eu quand même pas mal de travail a posteriori pour donner de l'épaisseur. Il y a eu beaucoup de travail avec l'éditeur, avec les correcteurs, parce que certains personnages étaient un peu faibles, l'intrigue parfois était un peu trop facile, donc il a fallu retravailler ça. Et là, l'écriture du deuxième, j'ai tous ces éléments-là qui me sont déjà que j'ai intégrés. Ils sont plus familiers, mais du coup ils sont beaucoup plus bloquants, je veux dire. Je suis beaucoup moins dans l'écriture instinctive. J'écris de manière instinctive quand j'écris, mais avant je prépare. Et donc pour l'image du randonneur, en fait,
quand on écoute un petit peu les théoriciens de l'écriture, il y a deux grandes catégories, il y a les jardiniers et les architectes. Exactement. Donc les architectes, ils construisent leur livre, leur histoire, leur intrigue de A à Z, et ils en dérogent très très peu. Ce sont les rois du plan, c'est ça? Voilà, les rois du plan, ils ont une architecture avec les bases, les fondations, voilà, les murs, le toit, tout est les intrigues, nickel. les sous-intrigues, etc. Voilà, exactement, tout est noté, ils se font des plans et tout ça. Et à côté de ça, il y a les jardiniers qui, eux, à l'inverse, ont une idée et ils déroulent un fil. Au feeling. Au feeling, exactement, sans prévoir, sans savoir, sans connaître la fin, par exemple. Donc les architectes, j'imagine qu'il y a un petit peu de retravail, mais pas beaucoup. Par contre, les jardiniers, j'imagine que eux, le deuxième G, voire le troisième et tout ça, sauf certains auteurs qui sont très talentueux et qui sont capables de très bien écrire dès le premier coup, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail. Et moi, j'aime bien l'image du randonneur, parce que finalement, on sait d'où on part, on sait où on va. Donc moi, j'ai le début et j'ai la fin. Là, le roman, je savais à peu près comment ça allait se terminer. Et puis, j'ai des jalons que j'ai placés, des scènes. Alors, je ne les place pas physiquement sur un papier en disant là, il faut que ça soit ça, mais dans ma tête, elles sont placées. Et ensuite, voilà, quand j'écris, j'ai des idées qui m'arrivent. Donc, soit je me dis non, je peux pas écrire ça. Soit je les intègre et je sais que c'est peut-être une idée qui va être développée, qui va constituer un fil narratif en particulier, ou pas du tout. Ça peut être une idée que je pose là et qui finalement s'étiole au fil de l'écriture. Mais j'aime bien cette idée d'avoir des jalons et de randonner, de se dire tiens, je vais prendre ce chemin-là plutôt que celui-là, mais parce que j'ai repéré avant que les deux chemins menaient au même refuge. Voilà, puis j'aime bien la randonnée, donc comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait de randonnée, j'ai l'impression aussi de me faire plaisir. Donc finalement, tu as une trajectoire globalement, tu as des points de passage obligés et au milieu, tu te promènes à ta guide. Exactement. D'accord, c'est et intéressant. après, si je suis très éloigné de mon point, le point, je peux le faire un peu, mon refuge, je le déplace. Voilà, mais en gros, il est par là. Voilà, il est par là, il est dans une zone et je passe par cette zone-là, comme ça j'arrive à suivre le cheminement de ma pensée. Quoi. Ça me parle assez, je fonctionne à peu près de la même façon. Et toi, Valérie? Moi aussi. C'est d'avoir des jalons, des idées fortes. Le premier était quand même mon premier roman était quand même écrit de manière relativement intuitive, j'aime pas ce mot, mais bon, un peu comme toi, quand même, chemin faisant. Il y avait une vague structure, mais finalement, je crois que la structure, je l'ai écrite en parallèle, en même temps que j'écrivais, enfin c'était assez... Bon, ça s'est fait en cheminant. Le second, par contre, là, je suis pas du tout là-dedans. J'ai des petits éléments que j'ai commencé à poser, des jalons finalement, comme toi, et là, je me promène, je crois que oui, je vais me rattacher à ton école de randonneur. Ok, très bien. Et toi, Pierre? Les écrivains voyageurs, marcheurs, randonneurs. Ouais. Et toi, Pierre, comment tu procèdes? Moi, sur les deux, donc le premier et le deuxième que je suis en train d'écrire, je procède à peu près de la même façon. C'est-à-dire que j'ai eu une idée de départ, une trame avec des idées fortes, des scènes fortes, effectivement, des moments forts. Et ensuite, tout le jeu, c'est de trouver comment faire pour trouver le bon chemin pour les relier entre elles. Jusqu'à arriver à trouver le bon chemin. Moi, ça me parle complètement. Non, mais c'est exactement ça. Et puis c'est de relecture en relecture et de passage en repassage que il y a des morceaux qui s'ajoutent, il y a effectivement des voies qui s'ouvrent, et petit à petit, ça étoffe en fait l'histoire. Et moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est cette sensation que l'histoire se révèle à nous. Exactement. C'est très jouissif, ça. Et de se dire, j'avais pas vu ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, qu'il faut écrire. Ouais, exactement. Et petit à petit, on comprend ce qu'on écrit, en fait. Pardon, non, vas-y. On prend parfois des raccourcis, puis parfois on prend des déviations, mais au final, on va d'un jalon à l'autre. Voilà, c'est exactement ça. Il y a ces idées fortes au départ qui une espèce de trame, un arc narratif. Et puis ensuite, sur cette base-là, on prend des libertés. Moi, je sais que le chemin est complètement décalé par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ. Mais... Moi, je me suis écrit une sorte de séquencier. Oui. Alors, encore une fois, c'est l'idée un peu du cinéma, le séquencier, mais j'ai mes scènes où je dis ce qui va se passer dans la scène, mais par contre, je ne sais pas... Je connais la finalité de ma scène, à quoi elle sert, mais je ne sais pas ce que je vais raconter dedans. Tu sais où elle va te mener. Voilà. Et là, par exemple, là, je suis en train d'écrire une scène de mon deuxième roman, je suis en train de la créer en écrivant. Et même mes personnages, je leur donne les caractéristiques sont en train d'apparaître maintenant, parce que je voudrais revenir aussi sur un point après, et je sais que ces caractéristiques-là que je suis en train de poser dans cette scène-là, qui est la 4e ou la 5e du roman, c'est les caractéristiques psychologiques, sociales et tout ça de mes personnages. Parce que, je ne sais pas vous comment vous faites, mais moi je ne peux pas concevoir mes personnages
en dehors de l'histoire. Non. C'est-à-dire que je suis incapable de me dire, il y aura... Alors, mon Enfin, héroïne, personnage, voilà, ouais. mon héroïne s'appelle Lorena, je connais son nom, je connais son prénom, mais je suis incapable, a priori, pardon, avant de m'intéresser à mon intrigue, de dire, bah tiens, elle aura telle caractéristique psychologique, ça sera plutôt une battante, ça sera Elle aimera les ou pas, lasagnes. elle aimera les lasagnes ou pas. Ouais, tu fais pas des personnages, quoi. Non, fiche personnage, non, ça, parce je rentre pas là-dedans. que voilà, moi en écrivant, je me dis bah non, finalement ça peut pas être une winner. Non, parce que son histoire, alors je change. Du coup, je lui donne d'autres caractéristiques. Ouais. Et puis après, il y a, je pense aussi, l'importance du travail de relecture pour Bien sûr. harmoniser et pour mettre en cohérence finalement non seulement les arcs narratifs, mais également la chair Oui. et la cohérence psychologie des personnages. Et ça, c'est Mais du travail aussi. Tu parlais de visuel tout à l'heure, je sais pas vous, mais moi mes personnages, je les vois dans un... Quand j'écris, je suis à mon bureau, devant moi j'ai mon écran d'ordinateur, et c'est comme si je voyais au niveau de mon front, je vois mes personnages là qui défilent comme sur un écran en même temps que j'écris. Je les vois, ils sont quelque part dans un coin de mon cerveau, Ah, c'est rigolo. je les vois en fait. D'accord. Je n'ai pas besoin de les écrire sur une fiche Ah oui, personnage comme d'accord. tu dis, ils sont là, je vois vaguement. Moi aussi, vaguement. C'est drôle, hein, Moi, je les vois. ils sont dans un petit coin de mon esprit Moi, quelque je les vois part. vaguement aussi, c'est-à-dire que c'est une fois que c'est écrit, en fait, que vraiment j'ai l'impression de comprendre complètement Oui. qui ils sont. Tout à fait. Mais quelque part ils sont à Souvent, côté de moi, comme au-dessus de mon épaule en fait finalement. Ah ouais. J'ai l'impression, c'est assez déstabilisant comme ça. D'accord. Et parce que moi, par exemple, si j'écris une scène, et là on en revient à l'écriture un peu cinématographique, moi je suis spectateur et j'ai comme si j'avais un écran large ou en 16/9, en tout cas, et je vois tout ce qui se passe dans la scène. Et ça, par contre, quand j'écris, je suis très visuel en fait. Ouais. Alors moi j'ai une mémoire, par exemple, photographique. Oui. Donc c'est vrai que j'enregistre très bien, je suis hyper physionomiste. Et donc les images, je les intègre, elles s'imprègnent en moi. Et du coup, quand j'écris, c'est comme si j'étais assis au cinéma et que la scène se déroulait et que moi, je courais après, C'est ce que je disais j'écrivais quand je en disais que courant moi, après le... voilà. C'est ce que je voulais dire quand je disais que j'ai une espèce d'écran au-dessus de mon front là et je vois le truc et en même temps je l'écris. Ouais. C'est Voilà, assez, Alors que étonnant. certains doivent connaître par cœur leur personnage, Avant la d'écrire, psychologie. oui, bon après autant d'auteurs, autant de pratique. Oui, hein, non, mais c'est il y a ça que pas c'est de hyper règles. intéressant. Oui, bien sûr. Je me rends compte que j'ai du mal des fois à voir complètement. C'est que j'ai des impressions ou des images, certaines images fortes. Et après, pour moi, l'enjeu, c'est dans la scène de réussir à aller dans le personnage, de vraiment Bien sûr. ressentir et atteindre cette intensité Ouais. de ce qu'il peut être en train d'éprouver très, très si on compliqué. est vraiment à l'intérieur. Mais en même temps, moi je ne sais pas ça tous se mes fait par personnages non couches plus. successives. Un peu comme Ah toi, bon. moi, au moment où j'écris la scène, je sais les choses de mes personnages, mais je ne sais pas tout. C'est quelque part, c'est un peu eux qui m'apprennent des Oui, choses sur en oui, écrivant. oui, bien sûr. Moi, je découvre aussi ce que la scène fait au personnage. Ouais, Bien tout à sûr. fait. Là, il est en train de se produire quelque chose, et voilà, on pose en fait une configuration et on voit ce qu'elle produit au personnage. Exactement. On son met personnage l'émotion. aussi. On parlait d'humain, il faut bien qu'il y ait de l'émotion, que nous on ait de l'émotion, que le lecteur ait de l'émotion. Tout à fait. Effectivement, il y a une forme d'empathie avec nos personnages. Ah, il y avait un point sur lequel tu voulais revenir, Oui. tu as dit. Non, c'était ça. la fiche Ok. personnage en La fait. fiche personnage. Les gens qui partent de personnages et qui arrivent à partir en se disant tiens, je vais traiter ce personnage, un type de personnage, un archétype, C'est ça. et dérouler une histoire. Moi, pas du tout. Moi, j'ai envie de raconter une histoire et ensuite, voilà, les personnages arrivent, il y en a qui arrivent très tard. Et je me dis ah bah tiens, donc du coup, je sais que je vais les ajouter. Enfin, c'est pas du tout la démarche. C'est vrai que moi j'ai l'impression que toutes les démarches d'écriture qu'on nous propose qui sont très codifiées, moi je trouve qu'elles manquent d'humanité. Alors vous allez me dire, à nous de mettre de l'épaisseur à nos personnages après, mais moi je trouve que ça a quelque chose de bloquant quelque part. Ça dépend quoi, hein, mais quelque part quand c'est vraiment trop codifié, Je suis pour moi d'accord. c'est bloquant. Je pense que c'est une question de sensibilité, comme tu l'as dit. Il y a des gens qui sont très architectes et qui ont Probablement. besoin de ça pour pouvoir Oui. ensuite, justement, autour du squelette, mettre la chair. Et puis il y en a d'autres qui sont plus. Et- Bon, bah, ici c'est le club des randonneurs. Voilà, exactement. Et c'est ce que Voilà, j'ai aimé. c'est ça. C'est ce que j'ai aimé dans la masterclass d'Eric Emmanuel Schmitt, Oui. parce que c'était intellectuellement assez vivifiant, j'ai trouvé, Mhm. mais il posait pas des règles méthodologiques très carrées. D'accord. Et donc du coup, ça laissait la place quand même à l'autogestion de la façon dont on allait écrire. Elle a encore émis des jalons, comme toi quand t'écris. Voilà, c'est ça, il met des jalons, mais il laisse les écrivains développer leur propre méthode. Et ça c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, Je suis d'accord. parce que ça m'a pas... Ça t'a pas bloqué. Mais Ça c'est m'a pas hyper bloqué. important parce que Ça m'a je veux dire, contraint. si on veut avoir une voix un peu singulière ou si on veut réussir à produire quelque chose d'éventuellement je veux dire, nouveau ou singulier, quoi. Ouais, il faut bien à un moment Porter notre se voix, libérer c'est ça. un peu du cadre et de la méthode Bien sûr.
pour pouvoir La prendre recette, une c'est ça. liberté qui va donner au texte sa Surtout force potentielle. je Surtout pense. qu'on est dans une période où les méthodologies américaines, Ouais. des blockbusters, Ouais. des séries, Exactement. tout ça arrivent en Mais France, non, sont mais déjà arrivés ils en sont France arrivés déjà. depuis quelques années. Et si on regarde tous les livres de méthodologie et tout ça, on retrouve toute la quête du héros. Alors ça, c'est pas américain, mais ça a été théorisé par les Américains. Donc le héros doit passer par des étapes, rencontrer des obstacles, en 3 actes, en 5 actes, enfin en 12 points. Enfin, il y a toutes ces méthodes-là qui ont tendance, on le voit dans les séries, on le voit dans les films américains, qui ont tendance quand même à standardiser exactement et les Ça scénarios lisse- ça et la lisse réalisation. beaucoup, Ça lisse Ça, beaucoup. c'est le problème de toutes les approches analytiques, tu vois. Mm. C'est qu'on se dit, oui, c'est vrai que le héros, il doit passer par... Enfin, en fait, non, le héros ne doit pas passer par des étapes. C'est lorsqu'on constate de quoi sont faites les bonnes histoires, on se rend compte que les héros passent par des étapes, C'est que la exactement narration suit telle ou Tout à telle fait. voie. Mais en fait, ça ne peut être qu'un constat. C'est-à-dire que dès lors que ça devient une A norme posteriori. imposée, bah, ça dénature complètement Tout à fait. ce qu'on peut être en mesure de produire. Mm. Et ça enlève tout le reste qu'on ne voit pas d'ailleurs. Parce que quand on dit, alors voilà, la trame narrative, elle doit comporter tels et tels éléments, sinon c'est Situation pas une bonne initiale, trame c'est narrative. ça. En fait, on passe à côté de toutes les particularités, de toutes les bonnes trames narratives Tout à fait. qui, effectivement, ont des points en commun, mais aussi il y a des tonnes de divergences qu'on considère comme étant pas importantes parce que statistiquement elles sont marginales. Voilà. Alors qu'en fait, c'est ça qui fait la force de ces œuvres. Exactement. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, je pense aussi à l'approche trop méthodologique ou trop standardisée, que ça peut tuer la singularité. Moi, la beauté, la force de texte, moi, je quoi. sens que pour l'écriture du deuxième, parce qu'en fait, j'ai beaucoup lu, pendant que j'écrivais le premier, j'ai beaucoup lu de livres, De théoriques, méthodo. de méthodo, parce que Bien je me sûr. suis dit, On a voilà, tous fait ça. Ouais. ça tombe pas du ciel. Hein, moi, je crois pas du tout. Je crois au travail de l'écrivain qui s'améliore, hein, forcément. Donc, je suis allé chercher des outils méthodos. Et c'est vrai que là, ça y est, je suis rentré dans mon roman. Mais alors, le début, ça a été très compliqué parce que j'ai voulu travailler un peu comme un architecte. Donc, et en fait, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas moi. C'est pas ma façon d'écrire. C'est pas ma façon d'envisager une histoire. Et donc là, ça y est. J'ai réussi à sortir un peu de ce carcan-là pour revenir sur une pratique qui ressemble un peu plus à la première, mais peut-être un petit peu plus carré. Et... Après, c'est pas évident quand on se lance dans un nouveau texte ou un nouveau projet, justement, Oui, bien sûr. de trouver la bonne voie aussi, de trouver le bon angle. Ça prend un peu de temps, hein, mais ça fait partie du. Oui, oui. C'est là bien aussi, sûr. c'est pas que se faire plaisir, quoi. C'est du Ah travail. non, aussi, c'est pas quoi. que se faire sûr, plaisir, c'est ça ça. c'est sûr. C'est du travail et en même temps, il faut que chacun trouve sa posture d'auteur, Ouais. sa singularité, c'est Tout à fait. pas évident. Voilà. Non. Et à ce sujet, c'est complètement en dehors de. Enfin, ça n'a pas de lien direct avec ton œuvre et ce qu'on a discuté autour des thématiques là, mais par rapport à ce qu'on vient de dire sur nos postures d'écrivain, je vous conseille un podcast sur lequel je suis tombée par hasard il y a quelques temps et que je suis assidûment puisqu'il est quotidien. C'est le podcast d'un certain Anel Verdier qui est bordelais et qui effectivement se pose lui-même finalement, se pose des questions à lui-même à haute voix hein, et nous livre ses réflexions D'accord. quotidiennement sur qu'est-ce que c'est la singularité d'un auteur, qu'est-ce que c'est la posture d'un auteur, à quel moment un auteur peut-il se sentir légitime, que peut-on faire comme part entre ce qu'on a envie d'écrire, parce que c'est vraiment ça qu'on a envie d'écrire, ou des écritures un peu expérimentales qu'on a envie de tenter, et d'un autre côté des écritures des tenants commerciaux qui font qu'on se dit ouais mais j'écrirai bien ça mais je vais plutôt écrire ça parce que ça va se vendre mieux, voilà. Et il propose une vision très très intéressante, donc si vous n'avez jamais écouté ça, allez faire les curieux, allez écouter les podcasts d'Anel Verdier. Ça s'appelle comment ton podcast? Alors justement, je ne sais pas le nom du podcast, mais si vous tapez podcast Anel Verdier, si c'est une page à la fois, excusez-moi, ça me Une page revient. à la fois. Anel, si vous m'entendez, ben voilà, c'est une page à la fois d'Anel Verdier. Je suis sa newsletter. Exactement, voilà. Et donc effectivement, c'est un auteur aussi hein, qui se questionne comme on peut le faire chacun de notre côté en tant qu'auteur sur toutes ces problématiques. En tout cas, en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, vous pouvez par exemple dîner autour d'un bon plat de lasagne pour faire honneur à l'amour d'Alexandre pour l'Italie, et puis aller partir voyager aux États-Unis, en Pennsylvanie, et retrouver donc Nathan Bergman, Richard Stock, son père, etc. Tout un contexte de personnages dans 10e manche, une histoire américaine aux éditions Souffle littéraire. Très bien. Eh Merci, bien, Alexandre. Merci à vous d'être pour venu. l'invitation. Avec plaisir. Merci.
Et puis, abonnez-vous à la page du café et surtout n'oubliez pas de venir aussi aux séances en live si vous êtes dans les parages. Donc la prochaine session, ce C'est sera... mardi 21 février à 19 h au Café de l'Horloge et on va fêter les 1 an du Café littéraire. Et oui, déjà, quand on pense qu'il y a 1 an, Pierre, sur plus ou moins presque un pari, on a monté ce Café littéraire à partir de rien. On est ravis d'avoir pu recevoir tous les auteurs qu'on a reçus et on vous proposera un événement un petit peu à part puisque cette fois-ci, nous inviterons une maison d'édition un peu singulière aussi, vous verrez pourquoi, qui s'appelle Le Buvard et qui se trouve être ton éditeur. Ouais, tout à fait. Donc nous recevrons Pauline Gonzalo et Michel Vézina qui viendront nous parler du Buvard et des défis de l'édition aujourd'hui. De leur posture d'éditeur, pour le coup, là c'était une autre vision. En tout cas, on vous remercie de nous suivre. Quand on parle de page du Café littéraire, il s'agit bien sûr de la page Facebook. Le café ne saurait tarder à avoir une page Instagram, un compte Instagram, mais ce n'est pas immédiat. Le projet est dans les tuyaux, on vous en reparlera et on vous remercie. À très bientôt.